qu'on entend aujourd'hui en France, c'est « nous avons besoin des animaux de laboratoire ». Donc comment fait-on ? Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui en France, par exemple, on en est à cette étape-là. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer les animaux de laboratoire ? Et il n'y a pas très longtemps, on était en Angleterre avec l'association, et on a rencontré du coup beaucoup de personnes lors d'un stand, et on s'est rendu compte qu'en Angleterre, ils étaient beaucoup plus avancés à ce niveau-là, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Et eux, en fait, ils venaient pas à notre stand avec cette question-là, ils venaient à notre stand avec une dernière question, mais en fait, pourquoi on utilise des animaux pour l'expérimentation animale ? Voilà. Donc on voit déjà qu'il y a une évolution de pensée, et même au niveau des militants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les militants véganes, souvent, viennent nous voir en nous disant « mais du coup, par quoi on remplace ?» Alors qu'en fait, la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des animaux ? Donc juste petit rappel de ce qu'est exactement l'expérimentation animale. Donc ça consiste à tester sur des animaux des protocoles scientifiques, des substances pour mieux comprendre la physiologie d'un organisme. Donc pour vérifier, évaluer l'innocuité, la toxicité, afin de prévoir son application sur l'homme. Donc petit rappel, il y a environ 11,5 millions d'animaux chaque année qui sont comptabilisés. Retenez bien ce que je vous dis, vous allez comprendre un peu plus loin pourquoi j'insiste. Et donc le chiffre officiel, c'est 1,9 million d'animaux en France. Donc certes, c'est évidemment beaucoup moins par exemple que ce qu'on peut voir dans les abattoirs, pour autant c'est quand même un chiffre important. Et surtout qu'il est bien en deçà de la réalité. Donc juste pareil, petit rappel parce qu'il faut le savoir. Donc ça, ce sont les espèces en fait qui sont utilisées. Donc l'information qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que à peu près tous les animaux qui sont utilisés par les hommes, donc évidemment tous ceux de l'industrie agroalimentaire, peuvent être utilisés dans les tests sur les animaux. Donc évidemment, l'énorme majorité, c'est des souris. Le deuxième, souvent les gens ne le savent pas, ce sont des poissons. Et ensuite, effectivement, vous avez les rats, les lapins, mais vous avez aussi, vous avez aussi les moutons, les cochons, les vaches, les chevaux. Et pareil, donc vous avez autres, mais dites-vous, dans autres, vous avez les singes, les chiens, qui n'apparaissent même pas sur le graphique, enfin qui apparaissent juste dans autres. Alors que c'est vrai que peut-être si je vous avais demandé de base, c'est ce que vous m'auriez dit. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres animaux qui sont utilisés de façon bien plus importante. Donc, dites-vous ça, tous les animaux qui peuvent être utilisés dans l'agroalimentaire peuvent être utilisés dans l'expérimentation animale. Voilà, donc ça c'est l'évolution qu'il y a eu sur les dernières années. Donc je vais pas m'y attarder longtemps sur ce genre de graphique, mais quand même c'est juste important. Donc il n'y a pas de nette diminution comme on peut le voir. Donc le premier, celui qui est tout en haut, voilà la Grande-Bretagne en orange. Vous voyez, ça stagne complètement. L'Allemagne en bleu, ça a légèrement diminué, mais c'est pas non plus foufou. Et la France, alors la France en fait, c'est le petit bout gris, donc vous voyez, qui est pas complet. Pourquoi il n'est pas complet ? Tout simplement parce que en fait, la France n'a pas fourni de données pour les autres années, parce qu'il n'y a pas d'obligation, et que du coup la France se dit tant pis, on reste dans l'opacité la plus totale. Parce que comme vous allez pouvoir le constater, il y a vraiment une énorme opacité, c'est ça qu'on reproche en priorité à la recherche, c'est que vraiment c'est flou, et ils veulent évidemment qu'on reste dans ce flou pour pas savoir. Donc vous voyez, on n'a que des statistiques sur 3 ans, et effectivement 3 ans, vous pouvez quand même constater que ça augmente. Ça augmente en sachant qu'en 2013, il y a eu une directive qui parle donc des fameux 3R, donc en gros, pour résumer, qui demande qu'il y ait une diminution du nombre d'animaux qui sont utilisés, et on peut se rendre compte qu'effectivement, étant donné que derrière, il n'y a pas d'obligation juridique, dans les faits, il n'y a pas de diminution. Voilà, donc là je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, qui est très très important par rapport aux chiffres qu'il y avait. C'est qu'il y a pas mal d'animaux en fait, qui ne sont pas comptabilisés dans les chiffres officiels. Et c'est très important de le savoir, parce que ça concerne... Alors évidemment, on ne sait pas, on ne peut faire que des estimations, mais ça concerne vraiment beaucoup d'animaux. On pense qu'on pourrait doubler, à minima, le chiffre. Donc déjà, sont exclues des statistiques. Donc les animaux d'élevage présents dans les établissements utilisateurs, donc ça veut dire quand vous avez par exemple des hôpitaux où il y a des recherches scientifiques et qu'ils utilisent des souris pour se reproduire, pour avoir encore des prochaines souris,
les souris par an, qui sont utilisées pour la reproduction, ne sont pas comptabilisées. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'animaux que ça peut concerner. Donc c'est vrai que concrètement, quand je vous dis, par exemple, si je vous avais posé la question au début de la conférence, pour vous, c'est quoi les tests sur les animaux ? Je pense que vous m'auriez dit tout de suite les tests sur les cosmétiques, vous m'auriez dit les maladies, les médicaments, mais il ne faut pas oublier que les tests sur les animaux, c'est extrêmement large. Nous, on en découvre encore tous les jours, on n'a pas idée. Donc on en a un petit peu entendu parler, les crèmes solaires, il faut le savoir, les pesticides évidemment, tout ça est testé sur les animaux. Les armes bactériologiques, les armes, tout ce qui concerne l'armée, tout ça c'est testé sur les animaux. Donc pareil, on n'en parle jamais, mais il faut le savoir. Et les additifs alimentaires. Donc ça, nous avec l'association, on va se pencher dessus également dans les mois à venir parce que c'est très intéressant et parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de produits qui peuvent être estampillés vegan ou avec des produits qui ont pu être testés sur les animaux. Donc on est loin de ce que nous, en tant que consommateurs vegan, on aimerait acheter. Mais évidemment, on n'y pense pas. Et ça reste extrêmement compliqué d'avoir des informations là-dessus. Donc là, je reviens très rapidement sur les préjugés et de ce qu'on peut, en quelques mots, répondre. Voilà, donc pour commencer, on ne peut pas faire autrement. Donc il faut savoir aujourd'hui que, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de méthode alternative pour tout, mais il y en a un certain nombre et qui souvent ne sont pas utilisées par les laboratoires. Voilà, donc sinon pourquoi continuer ? Parce que les laboratoires, en fait, ils sont habitués à faire comme ça, et qu'on est des humains, et que les chercheurs sont des humains, et souvent ils sont là, oui mais moi j'ai appris à travailler sur la souris, à faire de telle façon, et quand on leur dit, bah oui mais regarde, il y a une méthode alternative, non, ils veulent pas, parce qu'évidemment, ils ont peur d'être mal à l'aise avec cette nouvelle méthode. Il y a également le changement... que ça coûte cher. Alors, ça coûte cher sur le moment, c'est-à-dire il faut changer effectivement les infrastructures, mais ensuite, une fois que c'est changé, et ça, il y a plein d'études qui l'ont montré, une fois que c'est changé, c'est en 10 ans, en 20 ans, c'est récupéré pour les laboratoires. Mais il y a beaucoup d'éléments qui font qu'ils n'ont pas forcément envie de changer. Donc vous vous opposez au progrès ? Évidemment non, et je vous renverrai notamment par exemple à la vidéo qu'on a pu faire sur la Veggie Pride hier, peut-être que certains l'ont vu, c'est entre autres sur notre page Facebook, où on était avec Terence qui est un étudiant en neurosciences et qui nous parlait des organes sur puce et des tissus régénérants, et en disant que de toute façon les méthodes alternatives sans animaux sont les méthodes de demain, parce que dès qu'on développe une méthode sans animaux, étant donné qu'elle est centrée sur l'humain, elle est toujours plus efficace que les méthodes sur animaux qui, donc, ne sont pas faites sur le système humain. Donc ça, c'est très important à savoir. Là, par exemple, notamment grâce à la Big Data, donc pareil, je vous renvoie entre autres à notre page Facebook, on publie beaucoup de choses à ce niveau-là. Il y a beaucoup de nouvelles méthodes, notamment par exemple grâce à la Big Data, donc des logiciels en fait qui permettent de savoir, en récupérant toutes les données qui ont pu être récupérées, de savoir comment un tel a réagi à telle molécule, et du coup ça permet de savoir pour les futures molécules comment le corps humain va réagir. Et on se rend compte que sur tous ces logiciels qui sont en train d'être lancés, le taux de fiabilité est toujours plus élevé, de 10, 15, 20% de plus que les méthodes sur animaux. Bon, là, voilà, vous refusez les découvertes liées aux expériences. Alors pareil, ça aussi, ça peut être important. C'est vrai, quand on vient d'être vegan ou qu'on est en colère, comme je disais tout à l'heure par rapport à ça, on peut se dire boycott des médicaments parce que voilà, ça a été testé sur animaux. C'est pas forcément le plus judicieux. Déjà, premièrement, parce que, comme vous l'aurez sûrement constaté, ça nous fait passer pour des fous furieux. Je pense que voilà, on l'a tous peut-être vécu une fois ou deux, à dire bah non, du coup je prends pas de médicaments. Ça peut vraiment vous mettre en danger et du coup c'est pas bon pour nous, parce qu'au final si vous êtes malade après, c'est pas bon pour nous. Et surtout, parce qu'aujourd'hui c'est une obligation légale de tester les médicaments sur les animaux. Ça veut dire que aujourd'hui, pour avoir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, vous êtes obligé de passer par cette case-là. Donc, si vous voulez, le fait de boycotter des produits, ça ne va pas changer le fait que les laboratoires puissent se passer des animaux en disant bah, du coup, non, on va faire des médicaments véganes. Ça ne changera rien parce que c'est la loi et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, sur ce sujet-là précisément, par rapport aux médicaments,
c'est vers la loi qu'il va falloir, donc déjà l'opinion publique, et le niveau législatif qu'il va falloir agir, parce que le fait de boycotter des laboratoires, ça n'apportera rien, parce que c'est au niveau légal. Donc souvent, effectivement, ce qu'on nous sort, évidemment, c'est du coup, vous voulez quoi qu'on expérimente sur les humains donc ça, pareil, voilà, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, souvent, on entend même, on voit même des gens qui nous disent oui, du coup, testons sur les criminels, les pédophiles, etc. Voilà, sauf que, en fait, cet argument ne tient pas parce que, évidemment, qu'en fait, on teste déjà sur les humains. Si vous voulez, il y a la phase préclinique sur les animaux, et la phase clinique, vous croyez que c'est quoi ? Bien sûr qu'à un moment donné, on teste sur les humains. C'est juste un... Oui, mais... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est évident qu'avant de mettre un médicament sur le marché, à un moment donné, il y a des testeurs qui le font. Une fois qu'évidemment, donc ça a été, qu'on est sûr que le médicament va pas totalement, le tuer sur le coup, mais à un moment donné, c'est testé sur les humains. Et évidemment, c'est là qu'on voit tout de suite, et c'est d'ailleurs là, lors de cette phase clinique, qu'on constate que, alors les chiffres, ça pareil, ça varie beaucoup, mais en prenant vraiment mes précautions, que 70% des médicaments qui ont été validés sur les animaux ne passent pas parce qu'en fait, au niveau arrivé au stade des tests humains, ils sont dégagés parce qu'effectivement, ils ont fonctionné sur les animaux, ils ne fonctionnent pas sur les humains. Ce qui prouve bien que, évidemment, il y a un problème et que ça ne fonctionne pas sur les animaux. Donc il faut arrêter. Ah oui, évidemment. Évidemment. Mais c'est important d'expliquer pourquoi. Voilà. Donc ensuite, souvent, effectivement, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'il existe des comités d'éthique et les animaux sont bien traités. Donc je pourrais vous faire une conférence de 2 heures sur les comités d'éthique, c'est très compliqué, mais pour faire simple, en fait, c'est l'Union européenne qui, lors de sa fameuse directive, a dit « Bon, on va mettre en place des comités qui sont censés dire pour chaque expérience sur les animaux si elle peut être valide ou pas. » Et en fait, c'était à chaque État membre de dire comment est composé le comité. Et la France, en fait, la composition du comité d'éthique, en fait, elle porte un énorme conflit d'intérêts parce qu'en gros, la majorité du comité d'éthique, il est constitué de personnes qui travaillent dans le laboratoire en question et surtout qui travaillent sur les animaux. Donc, même si, et donc on a eu souvent ce témoignage, on a même de plus en plus souvent, on a souvent ce témoignage de personnes qui font partie de comités d'éthique et qui nous disent, mais en fait, c'est un leurre. Parce que quand on veut s'opposer à une expérience, en fait, on se fait harceler par tous les autres membres du comité d'éthique et finalement, ils ne peuvent jamais avoir la majorité. Juste pour vous donner une comparaison, aux Pays-Bas, la composition du comité d'éthique, elle est faite à 50% de personnes de la société civile. Donc effectivement, à 50%, ils peuvent facilement avoir la majorité s'ils considèrent que l'expérience n'a pas de sens, qu'elle est trop cruelle, etc. Donc en France, voilà pourquoi les comités d'éthique, c'est très compliqué. Voilà, donc ensuite, parfois on peut nous dire si la législation se durcit, les expériences se feront ailleurs. Bon, cet argument-là, il est tellement... il peut être mis pour plein d'autres sujets. Je pense que vous l'avez bien sûr déjà entendu, notamment pour le travail, les conditions de travail, etc. Donc vous savez très bien qu'il ne tient pas debout et que si jamais on devait se tenir à cet argument-là, on n'aurait jamais eu les avancées sociales qu'on a pu avoir. Et donc, je reviens encore à cet argument-là, parce que c'est un des principaux que souvent... En fait, souvent, quand vous avez répondu à tout ça, on vous dit « Non, mais de toute façon, tu n'es pas scientifique, donc tu sais pas de quoi tu parles, tu comprends pas. » Donc, s'il vous plaît, ne vous laissez plus avoir par cet argument-là, c'est vraiment très important. Il faut que les militants se saisissent de ça et aient vraiment conscience qu'ils ont complètement le droit de se positionner par rapport à ce que paient leurs impôts et par rapport à ce qui se passe dans les laboratoires. C'est pas parce qu'on n'est pas scientifique qu'on peut pas comprendre ce qui se passe, et notamment concernant les tests sur les animaux. Voilà. Donc pareil, juste encore une absurdité, en fait, vraiment pour que vous puissiez comprendre comment tout ça est absurde. Donc la sévérité des procédures. Donc quand ça passe devant un comité d'éthique et que donc on dit voilà, on va faire subir ce test-là. Donc il y a les catégories donc léger, modéré, sévère et sans réveil. C'est joli sans réveil, non ? Et donc, en fait, encore une fois, c'est l'Union européenne qui a dit bon, on va mettre en place ces 4 procédures, enfin ces 4 niveaux de procédures. Le problème,
c'est que chaque État ensuite est libre de... Enfin, ce sont les chercheurs ensuite qui considèrent que telle expérience va dans telle ou telle catégorie. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, on a regardé, on s'est rendu compte que les Belges, ils pratiquaient beaucoup plus d'expériences sévères. On s'est dit, bah quand même, c'est bizarre, pourquoi ? Donc on s'est penché d'un petit peu plus près. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les Belges, ils menaient exactement les mêmes expériences que les Français, donc sur certains exemples précis. Mais en fait, qu'est-ce qui se passait ? C'est que les Belges, ils étaient un petit peu plus empathiques et ils disaient, ben oui, effectivement, cette expérience-là, elle est dans la catégorie sévère parce qu'il y a il y a vraiment une douleur qui est très importante, alors que les Français, ils la plaçaient dans la catégorie modérée. Donc, vous vous rendez bien compte du fait que que du coup, ces données-là, elles sont complètement biaisées parce qu'en gros, ça dépend, c'est complètement aléatoire. Donc, encore une fois, c'est très important de ne pas oublier ça. Donc, bon, là, je vous ai mis des graphiques, de toute façon, on ne les voit pas ultra bien, mais alors ce qu'on peut quand même constater, donc c'est sur le premier graphique là-bas sur la France, donc on se rend compte qu'en fait c'est plutôt inquiétant, c'est-à-dire que regardez la barre grise vers le bas, c'est la classe sévère, des expériences sévères, et comme vous pouvez le constater, bien qu'il y en ait heureusement bien moins que les expériences modérées et légères, vous pouvez constater qu'il y a une augmentation de ces expériences. Voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que militant ? Donc là, on va passer à la partie agir. Bon, se renseigner. Alors ça paraît basique de dire se renseigner, mais c'est un domaine qui est tellement complexe et où les chercheurs vont tellement essayer de vous bloquer, on ne peut pas se permettre de dire des choses fausses. Vous le savez déjà par rapport au véganisme. Et dans ce domaine-là, de l'expérimentation animale, c'est tout aussi important, voire plus important, parce qu'effectivement, en face de vous, vous avez des chercheurs qui vont essayer par tous les moyens de vous discréditer. Du coup, renseignez-vous sur des sites fiables, vraiment, et ayez les bonnes informations, quitte à ne pas en avoir des centaines, mais juste quelques chiffres importants, comme vous savez tous, quelques chiffres sur l'exploitation des animaux par rapport au nombre d'animaux qui est tué dans les abattoirs, etc. Sachez quelques chiffres. Ensuite, évidemment, partagez l'information. Donc, plus important que vous le pensez, je vous dis ça par rapport notamment, parce que c'est vrai que souvent, on est là, entre véganes, notamment sur nos pages Facebook, etc., on se dit, bon, je vais partager l'information qui vient de sortir, est-ce que ça sert bien à quelque chose ? Donc oui, ça sert à quelque chose. Vous voyez là, notre dernière enquête, qui a fait, on était contents, on a quand même bien réussi à buzzer avec. Et c'est c'est vraiment aussi grâce à vous, parce que les journalistes qui nous ont appelés, qu'est-ce qu'ils ont regardé ? Ils ont regardé, entre autres, le nombre de partages qu'il y avait eu sur la page Facebook. Donc vous vous dites, bon, ok, c'est des gens véganes sur ma page, donc personne ne va être étonné. Mais pensez, en fait, voyez d'un peu plus haut, et dites-vous que pour la presse, nous, après, ça nous permet vraiment... ça permet de crédibiliser en fait, de dire bah si regardez les gens sont derrière nous, les gens sont intéressés par ça. Donc ne perdez pas ça de vue, c'est très important. Donc posez des questions. Donc là j'ai mis cosmétique, association de recherche. N'hésitez pas. Je sais que parfois c'est un petit peu relou, mais vraiment faites-le quand vous allez par exemple dans des magasins, notamment je pense à Sephora et compagnie. Même si vous savez pertinemment les marques véganes, les marques pas véganes, testez, pas testez, faites-le. Vous prenez une vendeuse, vous dites voilà, ben moi c'est ça qui m'intéresse, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'indiquer les marques qui sont pas testées ? Mais d'ailleurs, est-ce que vous-même vous le savez, etc. Parce qu'après, ces informations-là, elles remontent et ça a son importance. Donc vous, ok, ça vous aura pris peut-être 5 minutes en plus, mais derrière, si dans les 2 jours, il y a eu 10 personnes qui ont fait ça, bah, je vous assure que la vendeuse, elle va se dire ah ouais, il y a quand même une sacrée demande. Donc c'est vraiment très important, encore une fois, c'est des petites actions individuelles, mais qui, avec la masse, ont vraiment un impact. Donc j'ai mis cosmétique, association de recherche, on y pense beaucoup moins, mais ne les oubliez pas, c'est très important, il faut vraiment maintenant, on a beaucoup ciblé les cosmétiques, il ne faut pas les oublier, parce qu'aujourd'hui, il était sur les animaux, c'est beaucoup plus les associations de recherche, en France en tout cas, que les cosmétiques. Donc le Téléthon, bon, vous le savez tous, voilà, mais il y en a d'autres, il y a les associations de lutte contre la Ligue contre le cancer, etc. Vous voyez quand par exemple souvent ils vous accostent dans la rue pour vous demander de l'argent, ben moi quand j'ai 5 minutes devant moi, je m'arrête, je dis écoutez, je vous fais un chèque tout de suite si vous pouvez me garantir qu'il n'y a pas de test sur les animaux. Ben là je vous assure que le mec il est perdu, il panique, il sue, il est pas bien, il va se renseigner auprès de son supérieur et du coup ça remonte.
Et je sais que plusieurs fois, ils sont venus me dire bah écoutez, je sais pas du tout, c'est la première fois qu'on pose la question, mais effectivement, vous avez raison. Et ça, plus on va être nombreux à le faire, plus ça va remonter, et plus les associations vont se dire bon, il faut vraiment qu'on réfléchisse à investir dans d'autres méthodes, etc. Donc encore une fois, là, vous avez vos rôles à jouer. Voilà, et donc déjà, ce que vous pouvez faire, évidemment, participer aux actions qui sont lancées par les associations. Donc là, je reviens rapidement aux réseaux sociaux. À Animal Testing, on va en avoir de plus en plus sur les réseaux sociaux, et il faut vraiment qu'on ait des gens qui soient derrière nous pour justement faire en sorte que, quel que soit le réseau social, que ça puisse avoir de l'importance, ou même par mail. Voilà, et donc là, en fait, c'est un petit rappel, donc malheureusement, on voit plus grand-chose, mais en gros, c'était pour dire on a vraiment besoin encore de bénévoles. Donc c'est plus du travail de fond, c'est plus du travail de recherche, mais c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente de faire ce genre de travail-là, on est vraiment en demande. Par ailleurs, dans un futur, d'ici moins d'1 an, on devrait lancer une application mobile qui référencera déjà dans un premier temps les cosmétiques et à terme après tout ce qui est utilisé, les produits ménagers, etc. pour savoir s'ils sont cruelty free ou non. Et pour ça, on a besoin aussi de personnes pour vérifier les marques, etc., etc. Donc c'est un beau projet, mais on a besoin de personnes pour pouvoir concrétiser tout ça. Et donc on est déjà en train de commencer, mais on va aussi aller beaucoup plus vite, et on va avoir besoin de vous en 2019, donc je vous en parle déjà un peu à l'avance pour que vous y prépariez psychologiquement. En 2019, en fait, il y a la révision de la directive, la fameuse directive dont je vous parle depuis tout à l'heure, et ce moment-là, ça va être crucial pour nous, un petit peu comme là, il y a eu la loi alimentation qui est passée en France et qui avait des enjeux très importants. Alors malheureusement, on n'est pas vraiment sorti vainqueur, mais peu importe. Mais là, ça va être au niveau européen, et même si les lobbies seront là, nous, on peut aussi attaquer sur vraiment plusieurs aspects en justice, mais plus ce sera visible, plus les militants seront au courant des enjeux qu'il y a derrière, et plus on paraîtra crédible. C'est pour ça que vraiment je vous invite d'ici 2019 à vous renseigner sur le sujet pour qu'on puisse avoir un discours cohérent et qu'on soit vraiment unis là-dessus.